Nous sommes le vendredi 7 novembre. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver, merci d'être à l'écoute encore ce matin. Oui, beaucoup d'actions politiques encore une fois à Ottawa, alors qu'on pensait parler peut-être davantage des conséquences du budget, des détails qu'on retrouvait dans le premier budget du premier ministre Mark Carney, de son ministre des Finances François-Philippe Champagne. Ben voilà que c'est encore une fois le Parti conservateur qui retient l'attention politique avec la démission d'un autre député conservateur, Matt Gineru, qui a démissionné de son poste hier. Lui, contrairement à Chris D'Entremont, ne va pas traverser la Chambre pour aller chez les libéraux, mais c'est quand même un autre député qui quitte effectivement le Parti conservateur de Pierre Poilievre. Il est, lui, un élu de la circonscription fédérale d'Edmonton-Riverbend. C'est en Alberta. Élise Jeté est avec nous ce matin et elle va nous faire entendre les dernières réactions et les derniers développements en lien avec ce nouveau départ. En studio avec moi, Véronique Méran est là, fidèle au poste. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors oui, premier gel au sol dans la grande région de Montréal. Est-ce que je me trompe en disant ça? Pas du tout, Okay. vous vous trompez J'ai pas. pas halluciné ce matin en me levant. Non, on avait du givre sur Oui. les voitures. Le premier, on est en moyenne 2 bonnes Un peu semaines. en retard, hein? Ah oui, on est 3 semaines de retard sur la date moyenne et à égalité avec le gel le plus tardif à Montréal qui avait eu lieu le 7 novembre en 2017. Alors, on répète encore ça. 7 novembre cette année, dans le top 3 des plus longues séquences sans gel. On dépasse le 200 jours. On avait eu le dernier gel printanier autour du 21 avril. Alors voilà, top 3 des plus longues séquences sans gel et premier gel qui arrive à égalité avec le gel le plus tardif. Toutes les autres régions avaient eu leur premier gel au sol. Tout le monde était gelé. Tout le monde était est gelé à gelé, grandeur. sauf Montréal. Alors Bon, voilà là, qui c'est est fait. OK. Et on va parler d'accumulation de neige aussi. Ah oui, pour la fin de semaine? Oui, bien déjà, dès ce soir pour les gens de l'Abitibi, dès samedi, ce soir, samedi matin pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Et de ce côté, ça pourrait être quand même des accumulations de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Oh, quand même. Alors, première bordée possible localement, là, secteur de l'Abitibi ce soir, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, système qui va se déplacer vers le Saguenay d'ici samedi matin, puis ça pourrait donner une dizaine de centimètres du côté du Saguenay aussi. Ce serait quand même dans les temps pour ces secteurs-là. Si on dépasse la dizaine de centimètres, c'est un peu hâtif, mais sinon, on est habitué de voir les premières accumulations dans ces temps-ci. Et pour ce qui est du sud du Québec, c'est dimanche qu'on pourrait voir le premier tapis blanc, mouillé essentiellement pour les régions plus au sud, mais au nord du Saint-Laurent, un petit peu mieux défini. Alors d'ici là, on va y aller avec une météo, un ciel qui est sans nuages quand même aujourd'hui, avec des températures qui sont froides. On est sous le point de congélation partout. C'est du -1, -5 sur le sud du Québec actuellement et ce sera du 0 à 4 degrés aujourd'hui. La pluie qui commence en général cet après-midi, qui sera mêlée de neige vers l'Estrie, secteur des Laurentides, Québec également. Une pluie qui va cesser au cours de la nuit prochaine. Et là, la nuit prochaine, les températures vont monter. On a du 0,4 aujourd'hui, ce sera du 6 à 9 degrés la nuit prochaine. Samedi matin, on a encore une petite probabilité d'averse. La journée, c'est surtout si vous avez des activités à faire à l'extérieur, c'est samedi que ça se passe. Souvent nuageux, mais quand même relativement sec. Le mercure redescendra à nouveau samedi soir et c'est dimanche qu'on aura ce mélange de pluie et de neige qui pourrait laisser une trace ou quelques centimètres au nord du Saint-Laurent. D'ici là, en Abitibi, on se prépare pour cette neige qui s'en vient. Ça commencera cet après-midi. Les températures gravitent autour du point de congélation. Saguenay-Lac-Saint-Jean, même chose. Précipitations qui commenceront en fin de journée, se poursuivront au cours de la soirée. On pourrait aller chercher une dizaine de centimètres de neige jusqu'à demain. Bas-Saint-Laurent, c'est sous un ciel variable que ça se passe. On aura un mélange pluie-neige, mais pas d'accumulation significative. Vers la Gaspésie, la Côte-Nord, plutôt beau temps aujourd'hui. -1, 2 degrés, mélange pluie-neige la nuit prochaine à venir. Mais là non plus, pas de grandes accumulations pour les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord. En territoire ontarien, c'est surtout nuageux avec une pluie et une bruine intermittente. Ottawa, ça commencera cet après-midi. En général, les températures sont près de la barre du 10 degrés au sud, légèrement sous zéro au nord. Et dans l'ouest, conditions quand même hivernales, je dirais 2 cm de neige possible à Edmonton, surtout des nuages à Calgary autour de 6 degrés.
Sud de la Saskatchewan et du Manitoba, plutôt nuageux, 0-3. Mais le mercure remontera du côté de l'Alberta en fin de semaine. On aura un peu de soleil et 14 dimanche. Merci beaucoup, Véronique. Eh bien, bonne journée, bon week-end. Bonne fin de semaine, effectivement. Parlons maintenant de sport avec Olivier. Voilà Newhook qui freine près de la ligne bleue, tente de protéger la rondelle, mais la perd. Et Jesper Bratt se met en échappée. Bratt, la fin, oh, quel revirement coûteux. Un revirement coûteux pour le Canadien. C'est en prolongation, si je ne m'abuse, Olivier. Et le Canadien a perdu face aux Devils du New Jersey hier. Une autre, une autre partie qui se termine en prolongation. Déjà, on commence à s'y habituer cette année chez le Canadien de Montréal. Le Canadien qui a été dans le coup, par contre, s'est pas creusé un trou trop rapidement dans le match, comme ça avait été le cas lorsqu'ils tiraient de l'arrière 3-0 dans leur match précédent. Hier, on s'est échangé les coups face aux Devils du New Jersey, équipe qui était dangereuse, 1 point derrière le Canadien de Montréal pour le sommet dans l'Est. Donc vraiment, on avait 2 forces en présence. Ça a été un match très rapide, un match très disputé. Et malheureusement pour le Canadien, ils ont pris les devants 3-2, oui, dans la rencontre. Et en toute fin de match, on retire le gardien du côté des Devils, Timo Meier, qui retrouve une rondelle laissée libre dans le demi-cercle de Jacob Dobeš. Réussit, malgré la pile de joueurs, à retrouver la rondelle et la mettre derrière Dobeš. C'était 3-3 à ce moment. On se dirige en prolongation. Et ce que vous avez entendu, donc c'est Alex Newhook qui tente de passer la rondelle entre les patins de Jesper Bratt, qui ne mord pas, réussit à partir seul devant Dobeš, le bas entre les jambes. Et c'était terminé. Donc victoire de 4-3 pour les Devils, qui sont toujours invaincus cette saison à la maison. Un club très rapide, très dangereux. C'est ce qu'on a vu hier. Et pour Martin Saint-Louis, il est heureux de la tournure des événements parce que contre une équipe aussi dangereuse, il trouve que le Canadien a quand même limité les chances de marquer des Devils du New Jersey. On l'écoute. C'est une puck qui vient dans le crease. Si c'est ça que tu donnes, habituellement, je pense que tu vas t'en sortir de ça. Mais écoute, c'est sûr, le résultat, à la fin de la journée, de ne pas lâcher 2 points, c'est décevant. Mais comment on s'est comporté aujourd'hui, je trouve qu'on a joué patient, on a joué organisé. Puis ça garantit rien, mais j'ai aimé le comportement. Donc, après cette défaite de 5-4 contre les Flyers et maintenant 4-3 en prolongation aussi contre les Devils, on devra se préparer pour le match de demain. Un match contre le Mammouth de l'Utah. Ce sera un match au Centre Bell aussi. Donc, belle occasion pour le Canadien de retrouver le chemin de la victoire, même s'ils réussissent à amasser quand même des petits points comme ça. Peut-être que ces petits points-là vont faire la différence à la fin de la saison. Peut-être. C'est mieux de commencer à accumuler des points tôt que tard. Et je tiens à mentionner aussi que c'était une première défaite pour Jacob Dobeš comme partant avec le Canadien. Vrai. Il avait 6 victoires déjà. Première défaite. Et hier, quelques larmes après le match. Et Martin Saint-Louis a dit, on va lui faire un câlin. Un câlin de groupe, c'est ça, toute l'équipe autour de Dobeš. Alors, on surveille quoi en fin de semaine? Vous nous avez parlé de ce match de samedi, mais à part ça? On surveille déjà la série rivalité. Hier, il y avait le premier match entre le Canada et les États-Unis. Victoire convaincante des Américaines, 4-1. C'est Eve Gascon qui faisait ses débuts devant le filet du Canada. Malheureusement pour elle, dans une cause perdante. Donc, il y aura match à Buffalo demain, samedi, entre les deux équipes. Il y en a 4 matchs de cette série rivalité entre le Canada et les États-Unis. Sinon, on va surveiller au football. Ce sont les finales de l'Est et de l'Ouest. Montréal contre Hamilton, c'est ça? À Hamilton contre les Tiger Cats, demain à 15h. À 18h30, c'est à Regina que ça se passe puisque les Rough Riders accueillent les Lions de la Colombie-Britannique. Et puis sinon, au soccer, on surveillera aussi dimanche, pour ce qui concerne le marché montréalais, on surveillera les Roses de Montréal qui joueront leur match retour contre Toronto. Elles ont perdu le match à la maison contre Toronto, le match aller 2-0. Donc, devront se reprendre de sérieuse façon pour tenter de passer en finale. Et sinon, demain, samedi, à 15h, le Rise de Vancouver, qui a gagné le match aller 2-1 à la maison contre le Rapide d'Ottawa, jouera à Ottawa demain, 15h, pour le match retour. Et ça n'inclut pas tous les autres événements dont je ne peux pas vous parler, mais qui vont nous occuper au cours du week-end avec beaucoup de plaisir. Alors, bonne fin de semaine là-dessus. Merci. Salut. C'est vendredi, donc c'est Alexandra Chatzka qui sera avec nous plus tard à l'émission de nous parler, entre autres, pas entre autres, il va nous parler de l'implantation de cette boutique sur rue, cette boutique physique du fabricant chinois Shein.
Ça fait pas mal réagir en France. On va revenir là-dessus avec Alexandra tout à l'heure. Voilà, voyons maintenant ce qui se trouve à la une de nos quotidiens, en commençant par Le Devoir qui titre « Québec serre encore la vis en immigration ». Le gouvernement a de nouveau réduit sa cible d'immigration permanente et a aboli le PEC, le programme de l'expérience québécoise. Le ministre Roberge étudiait des options d'accueil d'immigrants de cible entre 25, 35 ou 45 000 nouveaux statuts permanents accordés annuellement. Finalement, donc, on s'est arrêté, le gouvernement a arrêté son choix sur le chiffre de 45 000 personnes. Donc, il y a quand même de la grogne, entre autres au niveau du milieu économique, du milieu des affaires, parce qu'on dit avoir besoin de davantage de travailleurs issus de l'immigration pour toutes sortes de besoins de production. Et puis, en photo, en une du Devoir, des œuvres d'art qui se mettent, entre guillemets, en grève. C'est le Bureau des recouvrements, un regroupement d'artistes qui a manifesté de façon artistique son mécontentement à l'égard des choix budgétaires du gouvernement fédéral en mettant partiellement ou totalement des enveloppes de tissu sur des sculptures publiques à Ottawa, à Montréal, à Saguenay et à Alma, en plus d'afficher des slogans « Grève de l'art ». Donc, à lire en une du Devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal, on revient encore une fois sur cette grève à la Société de transport de Montréal et on témoigne, photo à l'appui, de gens qui décident simplement de ne pas payer, étant donné qu'il y a moins de services. Les gens qui sautent les tourniquets du métro, vous pourrez lire ça. Il y a un article également sur les vasectomies gratuites qui sont en péril. Les 3 médecins qui pratiquent 70 % de ces opérations au Québec craignent que le privé devienne la seule option. C'est cette réforme en santé qui pourrait mettre fin à la vasectomie couverte par le régime public. En tout cas, c'est ce que préviennent ces 3 médecins. C'est en raison de certaines réductions de la rémunération des médecins de famille prévues par la loi 2 que ces médecins craignent de ne plus pouvoir accueillir donc des patients dans le système public. En une de la presse de ce matin, offrir son image à l'IA, à l'intelligence artificielle. On nous parle de François Lambert, cet homme d'affaires qui a vu, lui, une occasion de marketing en allant sur le réseau social Sora 2 d'OpenAI. Et donc, il permet à quiconque d'utiliser son image pour être mise en scène dans vraiment des vidéos qui sont ultra réalistes. Et il y a des risques de dérive. Il y a tout un dossier de la presse qui est consacré à ce sujet-là. Lui, François Lambert, a tenté de son plein gré, a décidé de tenter cette expérience et d'offrir son image à cette plateforme avec les dérives et les dangers possibles. En une du National Post, on revient sur cette décision de la Cour suprême de ne pas entendre les propriétaires d'une ferme d'Autriche de la Colombie-Britannique et donc l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui va pouvoir commencer l'abattage de ces autruches. Pas les Autriches, mais les autruches. Donc, ces autruches dont le troupeau, certaines autruches de ce troupeau avaient contracté la grippe aviaire et donc l'Agence canadienne d'inspection des aliments avait décidé d'abattre tous les oiseaux. Ça a été jusqu'en Cour suprême qui a décidé de ne pas entendre l'affaire. Et je termine avec le Globe and Mail qui nous parle de la Cour suprême qui va élargir son examen de la clause dérogatoire avec une affaire en Saskatchewan. La Cour suprême qui a accepté d'entendre jeudi hier un appel provenant de la Saskatchewan sur la clause dérogatoire. Donc, les deux causes, celle du Québec sur la loi sur la laïcité et de la Saskatchewan, soulèvent la même question, écrit le Globe and Mail. Jusqu'où les gouvernements peuvent-ils aller dans l'usage de l'article 33 de la Charte des droits et libertés qui permet de suspendre temporairement certains droits fondamentaux? Vous pourrez lire ça donc en une du Globe and Mail de ce matin. C'est Élise Jeté qui est avec nous ce matin. Bonjour Élise. Bonjour Mathieu. Alors on va revenir sur cette démission du député conservateur d'Edmonton Riverbend, Matt Jeneroux. Il a annoncé qu'il quittera son poste probablement d'ici le printemps prochain. Lui ne va pas joindre les libéraux comme Chris d'Entremont. Donc qu'est-ce qu'on sait pour l'instant sur ce départ, ce nouveau départ? Donc il a confirmé qu'il quittait son siège hier après-midi pour des raisons familiales. Il avait été élu pour la première fois, lui, en 2015. Donc c'est un mandat d'une décennie environ qu'il laisse derrière lui.
Dans une déclaration publique, il a expliqué qu'il espérait contribuer à un renouveau politique sous la direction de Pierre Poilievre, mais les derniers résultats électoraux auraient toutefois contredit cette ambition-là et il admet que la décision, même si elle est pénible, elle s'impose en ce moment. Sa démission entraîne automatiquement une élection partielle dans Edmonton-Riverbend et lors du dernier scrutin, il avait obtenu un peu plus de 50 % des voix, une avance de 5 points de pourcentage sur son adversaire libéral. Oui, donc c'est le deuxième qui part en quelques jours, là. Exactement. Donc, le contexte est chargé en ce moment parce que le Parti conservateur perd son deuxième député en 3 jours. Vous le disiez, plus tôt cette semaine, Chris D'Entremont a quitté les conservateurs pour se joindre aux libéraux. Il critiquait le style de leadership de Pierre Poilievre. Des rumeurs laissaient croire à ce moment-là que Matt Gennaro pourrait l'imiter, ce qu'il a fait hier, mais lui ne se rallie pas aux libéraux. Il demeure indépendant et il va quitter seulement son siège. Comment les conservateurs ou ses collègues ont réagi? Bien, le discours officiel demeure assez solidaire. Gérard Deltel a répété qu'il n'y aurait pas d'autre départ, mais il a dit ça quelques heures avant l'annonce de Matt Gennaro. Donc, c'est ça. Ça dit ce que ça a à dire. Le député Jacques Gourde, lui, a décrit son parti comme une famille soudée, presque fraternelle, qui avance comme un seul bataillon. Le chef conservateur a lui aussi réagi à la démission de son député dans un message publié sur les réseaux sociaux. Il remercie le député d'Edmonton-Riverbend pour ses années de service tout en lui souhaitant bonne chance pour la suite. Le politologue à l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily, voit dans ces départs-là successifs le signe d'un profond malaise au sein des troupes conservatrices. C'est une mauvaise nouvelle pour le parti parce que Matt Gennaro est une vedette montante dans le parti, un député respecté du caucus conservateur. Par conséquent, c'est pas une bonne nouvelle pour Pierre Poilievre parce que en plus c'est quelqu'un de l'Alberta, donc d'une circonscription albertaine du côté d'Edmonton qui avait voté tout de même massivement pour les conservateurs. Frédéric Boily, donc, juge très probable qu'il y ait d'autres départs au cours des prochaines semaines. Et hier, le gouvernement de Mark Carney a survécu à un premier d'une série de votes de confiance. Une série auquel il doit se soumettre pour faire adopter son budget qui a été déposé mardi parce qu'il est minoritaire. Et en ce moment, les libéraux comptent désormais 170 députés, ce qui veut dire qu'ils sont à 2 sièges d'une majorité. Hier, les députés ont rejeté un sous-amendement qui était proposé par les conservateurs qui dénonce le budget en plus d'appeler à l'abolition de la taxe industrielle sur le carbone. Les libéraux ont obtenu l'appui des néo-démocrates et du Bloc québécois pour s'opposer à ce texte-là qui était soumis par l'opposition officielle. On peut entendre la réaction du ministre des Finances, François-Philippe Champagne, suivie de celle de la députée libérale Karina Gould lors de l'annonce du départ de Matt Gennaro. Ben, écoutez, c'est à eux de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe de leur côté? Moi, je me focalise sur ce qu'on a à faire pour les Canadiens. Je crois que la situation de le Parti conservateur est préoccupante. Vous pensez qu'il va en avoir d'autres? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont mécontentes avec la situation maintenant. Un autre vote de confiance est prévu aujourd'hui. Cette fois, ça va porter sur un amendement bloquiste qui soutient que le budget Carney est nuisible pour le Québec. Merci beaucoup, Élise. Bienvenue. Alors, je vous le disais, on retrouve Alexandra Chatzka puisque nous sommes vendredi pour parler d'actualité européenne. Bonjour, Alexandra. Bonjour Mathieu. Oui, on va revenir en France. Il y a de l'effervescence, il y a de la contestation, de la grogne, mais aussi bien des clients qui attendaient pour visiter cette boutique de la compagnie Shein. On sait qu'il y a une plateforme en ligne qui vend toutes sortes de biens depuis plusieurs années. C'est le site au monde le plus consulté quand même, c'est pas rien. Mais là, le premier magasin physique vient d'être ouvert au cœur de Paris. Pourquoi autant d'agitation autour de cette ouverture de ce magasin? Bien, parce que c'était le premier magasin physique. Alors, il y avait effectivement une foule mercredi. Des policiers devaient contenir la foule. Et hier soir, je suis allée voir. Il y avait déjà beaucoup moins d'attente. Il n'y avait pas d'attente, en fait, du tout. On pouvait admirer tranquillement une mode très bon marché, je dirais, de qualité assez douteuse. Ultra fast fashion, comme on dit en français ici, c'est ça. en France. C'est vraiment l'expression qu'on utilise.
il n'y avait rien de vraiment impressionnant. Beaucoup de consommateurs se disaient déçus. Les prix étaient plus élevés que dans leurs magasins, sur leur plateforme, magasin en ligne. Mais le propriétaire de BHV, parce que c'est au BHV, le grand magasin de la rue de Rivoli, qui a ouvert cet espace physique pour Shein. Le propriétaire de BHV compte ouvrir 5 autres enseignes, 5 autres magasins dans des grandes villes françaises. Beaucoup de gens s'y opposent, notamment des propriétaires de grandes surfaces comme les Galeries Lafayette qui veulent se dissocier complètement. Clairement, avec cette controverse, Shein bénéficie d'une pub gigantesque parce que cette nuit, on a appris qu'ils vont probablement entrer en bourse dans quelques jours à Hong Kong. Oui, ça reste controversé, comme vous le disiez. Qu'est-ce qu'on reproche à Shein exactement? Mercredi, à l'ouverture, il y avait beaucoup de manifestants, des environnementalistes qui manifestaient pour le climat parce que cette industrie de fast fashion est très nocive pour le climat. Ça coûte très cher en émissions de CO2. Beaucoup de manifestants contre le travail forcé, notamment de la minorité ouïghour en Chine, qui est forcée de travailler, par exemple, dans les champs de coton. Des semaines de 75 heures dans les ateliers qui fournissent la compagnie Shein, des semaines de 75 heures avec une journée de repos par mois. C'est des pratiques vraiment quasi esclavagistes. Alors, les manifestants ont été évacués manu militari par la police, comme je disais tout à l'heure, mais la controverse, elle n'a pas été évacuée. Shein, et en fait, n'est pas différent de la plupart des productions textiles en Chine, mais parce qu'il y a beaucoup de marques occidentales même qui produisent leur mode en Chine, mais Shein a poussé au maximum en inondant le marché en ligne. C'est devenu le numéro 1 mondial. Des millions de petits paquets qui arrivent tous les jours dans toutes les villes du monde de Shein. Alors, surtout, une enquête de 2 associations françaises de consommateurs a démontré que 70% des produits de Shein sont non conformes aux normes de l'Union européenne et souvent même dangereux. Mais ce qui a mis vraiment le feu aux poudres, c'est la découverte, il y a quelques jours, de la vente par la plateforme de poupées pédopornographiques et d'armes de catégorie A, ça veut dire des machettes, des poings américains, etc. Alors là, c'est vraiment le grand-bas de combat. Et de quelle manière la France peut se protéger contre ces pratiques commerciales en terminant? Dans le cas des poupées pédopornographiques, c'est une enquête judiciaire qui a été ouverte. Plus encore, le premier ministre français, Sébastien Lecornu, a engagé carrément des procédures de suspension de la plateforme en France. Et si dans 48 heures, le produit est toujours disponible, alors apparemment qu'il ne l'est plus, mais il l'est dans d'autres pays européens. Alors, c'est pas très difficile avec le VPN de changer, comme vous savez, notre localisation. Aussi, on a commencé à interpeller les consommateurs qui se sont procurés de telles poupées. Il y en a eu un, en tout cas au moins, qui a été interpellé cette semaine. Pour l'ensemble de l'œuvre, si vous voulez, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, le Montréalais Laurent Lescure, a dénoncé une stratégie délibérée d'invasion commerciale et a appelé à protéger les enfants et les industries. Et hier, on a bloqué complètement tous les colis Shein. 200 000 colis ont été ouverts à l'aéroport Charles de Gaulle pour vérification. C'est dire à quel point voilà. c'est populaire, effectivement, cette plateforme. Merci beaucoup, oui. Alexandra. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Mathieu. Au revoir. Au revoir.